Bonjour, vous regardez l'émission Période d'essai qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le général Luc de Rancourt, qui est co-auteur de S'adapter, décider et agir en avenir incertain quand le management s'inspire de l'armée de l'air et de l'espace. Général, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours qui vous a mené jusqu'à l'écriture de cet ouvrage ? Eh bien, écoutez, mon parcours, c'est assez simple. J'ai passé 40 ans dans l'armée de l'air. Et donc, j'ai commencé comme pilote de transport aérien militaire. Je suis rentré à l'école de l'air en 1985. Et puis, 3 dimensions principales à ma carrière. Une dimension, tout d'abord, opérationnelle, comme tous les officiers. Donc, qui, comme je vous le disais, a commencé comme pilote de transport aérien militaire, pour ensuite me retrouver à la tête d'une base aérienne à Orléans-Brissy. Puis après une période d'état-major, donc de haute direction, aussi bien à l'état-major de l'armée de l'air qu'au commandement des opérations spéciales, dont j'ai été le numéro 2, et également au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. J'ai eu également une expérience dans ce qu'on appelle le domaine politico-militaire, puisque j'ai servi au cabinet de Jean-Yves Le Drian comme adjoint air. Et tout au long de ma carrière, un fil rouge qui a été celui des relations internationales, puisque j'ai eu la chance, comme élève officier, d'être envoyé aux États-Unis à l'US Air Force Academy à Colorado Springs. Un échange de 6 mois, passionnant. Ma formation également en Angleterre, comme colonel, où j'ai suivi le Royal College of Defence Studies, qui est l'équivalent chez nous du Centre de haute études militaires. Et puis également des fonctions opérationnelles en milieu international, que ce soit dans les opérations que j'ai pu mener, mais également dans un état-major multinational aux Pays-Bas, l'European Airlift Center, qui était en charge d'optimiser l'emploi des flottes de transport aérien militaire. Et mon avant-dernier poste, avant de finir comme inspecteur général des armées, était directeur général adjoint de la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Alors, quand le management s'inspire de l'armée de l'air et de l'espace, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet collectif ? Je dirais trois raisons principales. La première, déjà, c'est un livre. Et donc un livre, j'ai une passion pour les livres. Un livre, c'est plus qu'une collection de mots, c'est plus que une suite de chapitres. Pour moi, un livre, c'est à la fois un catalyseur et puis c'est également quelque chose qui contribue à transformer. Et en général, on referme toujours un livre en étant plus ou moins transformé de ce qu'on a lu. La deuxième raison, c'est l'armée de l'air, et donc le désir de pouvoir mieux faire connaître l'armée de l'air, et notamment tout ce qu'elle a pu m'apporter dans ma formation de chef. Et je suis également convaincu que beaucoup de gens imaginent l'armée de l'air comme un monde très, très à part, très lointain, et probablement inaccessible. Or c'est pas le cas. Et donc, c'était important pour moi également de partager cet aspect. Et puis, dernier élément, c'est le fait que je suis convaincu que quand on croise les cultures, il en sort toujours quelque chose de riche, il en sort toujours des idées puissantes qui peuvent inspirer. Et le fait de faire croiser des officiers généraux de l'armée de l'air et de l'espace avec des dirigeants d'entreprises d'horizons très variés, j'étais certain que derrière ça, il pouvait y avoir des choses intéressantes qui en sortiraient. Donc voilà ce qui m'a convaincu de me lancer dans ce projet. Je n'en suis pas à l'initiative. Celui qui en est à l'initiative, c'est Franck Bancel, qui était venu me trouver et donc qui m'avait proposé le projet. J'ai tout de suite adhéré. Alors, on va essayer tout au cours de l'entretien de revenir sur cette mauvaise perception finalement du fonctionnement des armées. Mais il y a un passage que j'aimerais vous lire et sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde. Si les armées sont des organisations à part entière, leur mode de fonctionnement et de gestion est méconnu, en particulier des dirigeants d'entreprise. Dans les armées, l'enjeu ultime est la vie et la mort pour la défense de son pays. Pour les militaires, la mission s'impose à toute autre considération, alors que, dans les entreprises, les objectifs sont multiples, même si la maximisation de la valeur financière reste souvent prioritaire.
Cette différence entre logique de mission d'une part et objectifs multiples de l'autre, qu'est-ce qu'elle change? J'aurais tendance à dire que, comme c'est dit dans ce paragraphe, qui est à l'introduction du livre, le fait que dans le monde militaire, la mission écrase tout. Et finalement, les différences entre la vie dans le monde d'entreprise et la vie dans le monde militaire, c'est finalement la PDG d'Eurostar qui l'explique le mieux, en expliquant le fait que dans une entreprise, vous allez être en proie à différentes logiques, enjeux, soit de la part de vos actionnaires, soit de la part de vos clients, soit compte tenu de la qualité du service que vous devez rendre, de la qualité de votre contrat, de vos responsabilités sociales. Et donc ça met le dirigeant d'entreprise au cœur d'injonctions qui peuvent être paradoxales. Ça ne veut pas dire que dans l'armée, on n'est pas non plus soumis à ce type de grands écarts qu'on doit régir, mais in fine, quand il s'agit d'établir des priorités, lorsqu'on est engagé dans une mission opérationnelle, c'est l'enjeu et le succès de cette mission opérationnelle qui va prévaloir sur tout et qui va faire que finalement, tous les acteurs, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, du soldat qui va assurer la garde d'un bâtiment, la garde des avions, jusqu'au pilote qui va éventuellement délivrer son armement sur un théâtre d'opération, tout le monde va aller dans la même direction. Donc c'est un petit peu ce qui peut expliquer la différence entre ces deux univers. Alors, le livre montre combien vos métiers dans l'armée sont façonnés par l'innovation. Comment est-ce qu'un chef adapte sa façon d'anticiper, sa façon de décider quand l'IA, les drones, ou alors, par exemple, la conquête de l'espace, peut-être à plus long terme, mais redessine finalement la conflictualité? Plusieurs choses pour répondre à votre question. La première, la conflictualité. La conflictualité, moi j'ai coutume de dire que c'est une des activités les plus anthropologiques de l'homme et j'ai aussi tendance à dire que ça fait partie des plus vieux métiers du monde. Et donc dans ce domaine-là, l'homme n'est jamais à court d'imagination, malheureusement. Donc l'innovation, c'est quelque chose qui a toujours été au cœur de l'engagement militaire. Maintenant, pour y répondre, quels sont les sujets? La première des choses, c'est que à travers l'innovation, c'est ce qui va vous donner un temps d'avance sur votre adversaire, c'est ce qui va vous donner également de la marge de manœuvre. Mais comment est-ce que vous la permettez? C'est ça l'enjeu. La permettre, c'est d'abord pouvoir favoriser le croisement de cultures différentes, parce que quand vous allez croiser des idées différentes, des idées vont pouvoir émerger, des idées novatrices, et à partir de là, une idée qui peut être lumineuse. Mais l'idée lumineuse à elle seule ne suffit pas. L'idée lumineuse portée sans convaincre l'environnement, ça ne reste qu'une invention. Et donc derrière la question de l'idée, la manière dont on porte une idée lumineuse, c'est tout un enjeu finalement de leadership stratégique. C'est comment est-ce que l'environnement dans lequel vous évoluez est un environnement qui vous permet de faire jaillir ces idées et de les exploiter, convaincre, argumenter, autres. Et donc, il faut que dans les armées, il y ait un espace qui permette aux gens qui sont sur le terrain de pouvoir innover, proposer, être entendus de leur chef et ensuite pouvoir bénéficier de toute la dynamique des armées. Et ça, je l'ai vu notamment lorsque j'étais au sein du commandement des opérations spéciales, dont la devise était « faire autrement ». Troisième facteur, c'est sortir de son référentiel. Sortir de son référentiel parce que on est tous prisonniers de notre culture, de ce qu'on a appris étant jeune, de l'environnement dans lequel on évolue. Et il y a un exemple que j'aime bien reprendre assez souvent, un aphorisme qu'on prête à Foch avant la Première Guerre mondiale, en 1913. L'avion, pour l'armée, c'est zéro.
Et donc quand on regarde ça, on peut avoir une espèce je dirais de petit sourire ironique en se disant ce pauvre Foch n'avait vraiment rien compris. Foch était quand même polytechnicien, on connaît le rôle qu'il a eu pendant la Première Guerre mondiale, ça a été un grand chef. Et donc cet exemple illustre à quel point finalement la capacité à sortir de son référentiel est extrêmement importante pour pouvoir déceler ce qui va être une innovation. Quatrième élément, eh bien, c'est celui qui va faire que si la technique et le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, vous l'avez évoqué, l'intelligence artificielle, les drones, que sais-je encore, c'est un environnement qui nous imprègne, mais finalement c'est l'innovation d'usage qui va faire la différence. Et ce qu'on voit en Ukraine l'illustre parfaitement. Ce qui se passe en Ukraine, les Ukrainiens sont passés de ce qu'on a coutume d'appeler une kill chain, c'est-à-dire que vous avez une série d'éléments qui suivent les uns les autres pour aller de l'objectif jusqu'à sa désignation jusqu'à une frappe, à un kill web où vous avez avec des smartphones, avec tout plein d'éléments, et ben vous créez une espèce de sphère, de réseau dans lequel finalement les choses peuvent aller très vite. Et donc c'est l'innovation d'usage à partir d'éléments technologiques, c'est sûr, mais qui ont été détournés. Et puis le dernier élément qui me paraît essentiel, c'est la prospective. La prospective parce que les instruments d'aujourd'hui pétrissent l'avenir demain, et c'est la manière dont vous allez pouvoir, à partir de ce que vous avez aujourd'hui, vous projeter dans l'avenir. Et donc je pense que dans les armées, c'est vraiment un enjeu de leadership stratégique, et quand on prend en compte ces 5 paramètres, on est à peu près, pas dire sûr, mais on va faire en sorte que l'innovation puisse émerger. Alors, en parlant de prospective, on a pu, pour les curieux, découvrir les travaux de la Red Team Défense, donc des travaux de prospective qui ont été faits conjointement avec certains services de l'armée et des auteurs-autrices de science-fiction notamment, pour anticiper ces guerres de demain à l'horizon 2030-2060, si je me trompe pas. On en est déjà au 3e tome. Comment vous voyez ce genre d'initiative, vous qui êtes un amoureux des livres? Alors, tout simplement parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui permet de sortir de son référentiel. C'est quelque chose qui permet d'aller au-delà de ce qu'on imagine, ou je dirais des prolongements du présent, en sortant complètement du cadre. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir éventuellement identifier des secteurs, des domaines à explorer, ou des domaines qui peuvent éventuellement créer une rupture. Et donc, plus vous laissez le champ fertile pour l'imagination, et plus vous avez de chances de faire émerger des choses intéressantes. Ça ne veut pas dire que vous allez fonder toute votre innovation, ou toute la manière dont vous allez conduire des programmes d'armement sur des scénarios de cette nature-là, mais ça va venir vous jeter un éclairage particulier qui, éventuellement, peut vous interroger et peut vous amener à faire un pas de côté pour regarder s'il n'y a pas d'autres options et sortir de son référentiel. Alors, l'interopérabilité, elle est au cœur du fonctionnement des forces armées. Qu'est-ce que les entreprises pourraient retenir de cette culture qui impose finalement la coopération entre des acteurs qui ont des cultures et des temporalités différentes? Parce que j'imagine que l'armée de l'air, c'est pas comme l'armée de terre et les autres corps de l'armée. Oui. L'interopérabilité, d'abord, ça ne va pas de soi. L'interopérabilité, moi j'appartiens à une génération qui a vu l'interopérabilité vraiment prendre corps au sein des armées en France depuis le début des années 90. Et l'interopérabilité, elle peut jouer sur différents panels. C'est l'interopérabilité des équipements, ça va être l'interopérabilité des procédures, permettre aux gens de travailler ensemble. Ça va être également l'interopérabilité des hommes et des femmes qui vont également travailler ensemble parce qu'ils vont partager le même langage ou ce genre de choses. Et puis ça va être aussi l'interopérabilité avec nos alliés qui ont eux-mêmes leurs propres procédures. Et donc il faut qu'il y ait aussi des structures qui contribuent à créer cette interopérabilité.
Et donc je disais que c'est quelque chose qui n'allait pas de soi, parce que pendant toute la période de la guerre froide, chaque armée vivait un petit peu dans son domaine, développait ses procédures, et puis si un conflit devait éclater, à ce moment-là, elle se mettait sous l'autorité du chef d'état-major des armées et se mettait à travailler ensemble. La guerre du Golfe en 1991 a montré à quel point on avait des progrès importants à faire dans ce domaine-là. Et les 40 années qui se sont écoulées ont contribué à rapprocher les armées entre elles. Et un des lieux dans lesquels l'interopérabilité a été la plus poussée, c'est dans le domaine des opérations spéciales. Pour ce qui est de l'armée de l'air et de l'espace, qui, comme les 3 autres armées, participent à ce commandement, on a développé des procédures qui étaient à la fois utilisables pour les gens de l'armée de terre comme pour les gens de la marine. Et de même, l'armée de l'air et de l'espace, dans les opérations qu'elle a menées avec les Alliés, pendant la guerre du Golfe, pendant au Kosovo, dessus les Balkans, en Libye également, il a fallu, elle avait développé, souvent dans le cadre de procédures otaniennes, une interopérabilité très forte. Donc, si je devais résumer l'enjeu qui tourne autour de l'interopérabilité pour une entreprise, c'est ce qui finalement contribue à casser les silos et à faire en sorte que des domaines et des synergies puissent émerger au sein d'une entreprise sur des fonctions transverses, sur le besoin dans une business unit de pouvoir s'appuyer sur une autre business unit pour développer une activité. Et c'est ce genre de dimension qu'il faut pour développer. Et alors, est-ce que c'est pas rendu un peu compliqué par le fait que, contrairement aux armées, on en a parlé, les objectifs en entreprise sont multiples. J'imagine que l'interopérabilité, elle est plus simple avec la mission qui est celle des armées, à savoir défendre son pays, parfois au prix de sa vie. Non, l'interopérabilité n'est pas plus simple à développer, pour autant, oui. Parce que on peut déjà avoir vous évoquiez tout à l'heure les évolutions de la conflictualité. On peut avoir des visions très différentes sur la manière de s'engager dans un combat et de choisir finalement le meilleur moyen pour pouvoir atteindre l'objectif opérationnel et vaincre son adversaire. Vous allez avoir, chaque armée a sa propre culture stratégique. L'armée de l'air va avoir tendance à considérer que par son engagement qui doit être premier, l'acquisition de la supériorité aérienne va ensuite donner les conditions de la victoire sur le terrain. Elle peut avoir aussi la tentation, et ça a été des sujets des débats doctrinaux depuis le début de l'aviation. Elle peut aussi considérer que par son action seule, elle va décider de la victoire ou de la défaite. Donc l'interopérabilité ne va pas de soi. Et c'est pour ça que on a créé, par exemple, au sein de l'école de guerre, on a mélangé. Avant, chaque armée avait son école de guerre, on les a mélangés. Et donc aujourd'hui, vous avez des marins, des terriens et des aviateurs qui apprennent à planifier ensemble des opérations, qui comprennent les limites des uns et des autres. Donc dans une entreprise, eh ben vous allez avoir aussi ce type de sujet avec des cultures fortes d'un domaine à l'autre, et puis des sujets qui sont transverses, le domaine des finances, le domaine des RH, pour lesquels chacun peut avoir des regards différents sur les enjeux qui vont autour. Alors, l'éthique du commandement, elle traverse tout l'ouvrage. Dans un monde où l'autorité est contestée, comment est-ce qu'un chef peut construire sa légitimité, que ce soit dans les armées ou dans les entreprises? Alors, d'abord, j'aurais tendance à répondre qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Et la première des choses, c'est de ne pas trahir sa personnalité, ou en tout cas ne pas jouer un rôle. Parce que très rapidement, ça se voit, quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas naturel, ou qui n'est pas qui n'a pas une manière d'être, je dirais, authentique. Très rapidement, ça va se voir, et donc ça va nuire à sa crédibilité.
Ce qui fait, de mon point de vue, la très grande force des armées pour les responsabilités qu'on occupe, c'est que tout général a commencé lieutenant. Et donc, on a une connaissance du terrain qui fait qu'il y a des choses qui parfois ne se mesurent pas, qui ne peuvent pas se quantifier, mais qu'on sent parce qu'on les a vécues sur le terrain avec des camarades, avec des gens qui ont été sous nos ordres. Et donc, cette légitimité du terrain, elle construit votre crédibilité. Et donc, c'est à partir de là que vous êtes aussi reconnu comme quelqu'un de légitime parce que vous comprenez ce que vos subordonnés comprennent, ou en tout cas vivent. Ça ne veut pas dire que le chef doit sombrer dans la démagogie, ça impose pour lui d'avoir également du courage pour faire en sorte que quand il y a des décisions parfois difficiles à prendre, il le fasse, et il le fasse en toute franchise. Mais à partir du moment où on est, je dirais, reconnu comme un père, comme un de ses pères, c'est beaucoup plus facile à assumer. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a la question des valeurs. Ne jamais trahir la confiance que quelqu'un a mise en vous, que ce soit de la part de vos supérieurs, qui vous ont confié un commandement, comme de vos subordonnés qui ont foi en vous et qui attendent de vous à la fois des orientations, mais aussi de la reconnaissance et du respect. Et dans le monde militaire, cette dimension est extrêmement importante. Par exemple, l'armée de l'air tourne autour de 4 valeurs qui sont respect, intégrité, service, excellence. Et donc le respect de vos subordonnés comme de vos chefs est quelque chose d'extrêmement important. Et puis ensuite, ce qui va faire votre crédibilité, c'est aussi votre parcours et c'est les preuves que vous aurez pu faire aussi bien sur le terrain qu'en situation de responsabilité dans un état-major. Qu'est-ce que l'armée peut apporter aux organisations civiles en termes de gestion de crise? Parce que, vous voyez, dans le livre, vous abordez beaucoup de nouveaux risques, l'instabilité géopolitique, la pression environnementale, des attentes générationnelles nouvelles. Qu'est-ce que peut nous apporter l'armée? Ce qu'on attend d'un responsable militaire, c'est la capacité, d'une part, à regarder à ses pieds et d'autre part, de regarder loin à l'horizon. Et ce qui se passe entre les deux, le confier à ce qu'on appellerait dans une entreprise le management intermédiaire. Et donc, en ce faisant, il permet d'une part au management intermédiaire de se sentir en responsabilité, de prendre des initiatives et également de le mettre au courant ou en tout cas de le tenir informé de tout événement brutal sur lequel il faut que là pour le coup, quand ça arrive à ses pieds, quand la crise émerge, il faut qu'il puisse être devant et qu'il montre la direction. Donc ça c'est un premier aspect. Un deuxième aspect qui est celui que on planifie beaucoup dans les armées. On planifie ce qu'on appelle planification chaude, planification froide. Planification froide, c'est quoi? C'est on prend une situation, on imagine un scénario, et puis on dit bon ben si tel événement se produit, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir et quelles sont les actions que je dois mettre en œuvre. Notamment, par exemple, on fait beaucoup de planification sur des évacuations de ressortissants dans des pays qui sont en instabilité politique. Et donc, on anticipe le plus en amont possible tous les moyens dont on va avoir besoin pour pouvoir agir le moment donné. Très souvent, entre ce qu'on a prévu et puis la réalité de ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, les choses ne se déroulent pas comme attendu. Mais il n'empêche que le fait d'avoir planifié ces scénarios, de les avoir anticipés, vous donne un cadre à partir duquel vous allez pouvoir réfléchir. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut inspirer les entreprises pour pouvoir anticiper finalement des ruptures stratégiques qui ne sont pas attendues et qui, au moment où elles se produisent, vont faire que l'entreprise, le COMEX, ne va pas être complètement pris au dépourvu par une situation totalement inédite. Est-ce que ça manque un peu aux dirigeants actuels, cette expérience de terrain, entre guillemets, et cette légitimité aux yeux des collaborateurs?
Je ne pense pas. On a quand même beaucoup d'entreprises qui sont extrêmement bien dirigées, avec des chefs d'entreprise qui anticipent les choses, qui, par leur vision, vont insuffler au sein de l'entreprise une dynamique. Ce qui, de mon point de vue, est intéressant, ou en tout cas, ce que m'a appris mon parcours dans les armées, c'est que d'abord, beaucoup de choses partent du terrain, et donc une connaissance intime de ce qui se passe sur le terrain est indispensable. Et même si vous arrivez dans une entreprise sans avoir grandi tout petit dans cette entreprise, mais que vous avez des responsabilités de manager, des responsabilités de dirigeant, vous avez, de mon point de vue, un devoir d'aller sur le terrain pour sentir les choses et pour les comprendre. Et donc c'est, je crois, la base de cette affaire-là. La deuxième chose, vous parliez de crédibilité, il y a votre personnalité. Votre personnalité, vous ne pouvez pas tricher avec, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt ce qu'on appelle un management empathique, c'est-à-dire que j'accorde beaucoup d'importance à l'écoute des gens avec lesquels je travaille, parce que j'ai souvent été surpris des idées qui pouvaient me remonter, et donc je voyais mon rôle aussi comme la capacité à accompagner des idées et des projets que mes subordonnés pouvaient me soumettre. Et puis il y avait des fois où c'était pas le moment, où c'était pas où l'idée n'était pas nécessairement bonne, et donc là je disais non, pour le coup on le fera pas. Voilà. Alors, c'est une tradition pour conclure cet entretien, Monsieur de Rancourt. Est-ce que vous voulez bien nous conseiller 3 ouvrages pour prolonger la réflexion? Comme beaucoup d'aviateurs, j'ai une passion pour cet auteur, Saint-Exupéry et Citadelle. Citadelle qui est un foisonnement de réflexion, on rentre vraiment dans la profondeur de l'être humain, et donc c'est ce qui aussi vous permet de comprendre les gens avec lesquels vous êtes amené à travailler. Saint-Exupéry disait d'ailleurs « L'homme n'est qu'un nœud de relation », et je pense qu'au bout du parcours, quand on se retourne, c'est la chose qui compte. Deuxième ouvrage que j'ai trouvé très intéressant, un ouvrage qui s'appelait Imperator. Ce sont des questions de management en entreprise, vues à travers le prisme des grands écrits de l'Antiquité, grecque et romaine, aux éditions Les Belles Lettres, avec une préface extrêmement intéressante de l'ancien président de Saint-Gobain. On parlait de géopolitique. Je pense que la lecture d'un ouvrage comme Diplomatie de Kissinger, qui n'est pas Ma vie, mon œuvre, qui est vraiment l'histoire de la diplomatie depuis Richelieu jusqu'à après la fin de la guerre froide, nous aide à comprendre beaucoup de choses de ce qui se passe aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur de Rancourt, d'avoir répondu à mes questions. Donc, s'adapter, décider et agir en avenir incertain, quand le management s'inspire de l'armée de l'air et de l'espace, c'est disponible aux éditions Duno. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.